Martine Aubry à la tête du Parti socialiste, Ségolène Royal déjà en marche pour la présidentielle de 2012. Ce soir dans Bouge la France, retour sur les 10 jours qui ont ébranlé le Parti socialiste. Comment 4 jeunes militants du PS ont vécu ces déchirements. Pendant ce temps, Barack Obama met en place son équipe et peaufine son plan de relance. Décryptage avec le spécialiste des États-Unis, François Durper. Faut-il avoir peur des nappes phréatiques situées sous les centrales nucléaires? Dossier ce soir dans Bouge la France. Le stress au travail, patronat et syndicats viennent de signer un accord. Quelle est l'ampleur du malaise? Réponse tout à l'heure. Mais tout de suite, que faut-il penser du plan de relance présenté aujourd'hui par la Commission européenne? Comme chaque soir sur le plateau de Bouge la France, l'expertise de Jean-Louis Gombaud. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Louis. Effectivement, on a fait plan américain lundi, plan français mardi. Et ben ce soir, on va faire le plan européen parce que ça y est, l'Europe a annoncé ce plan qui ne fera donc 200 milliards d'euros et non pas 130 comme on l'avait pensé ou comme ça avait été un petit peu attendu. Alors ces milliards, ils viennent d'où finalement? Parce que comme tout le monde a annoncé des plans particuliers, on ne sait plus où on en est dans les milliards. Eh ben, c'est une addition. Puisqu'on parlait à l'instant, vous évoquiez à l'instant le plan français, enfin du moins les 19 milliards qu'avait évoqué hier Madame Lagarde, qui serait justement la contribution française à ce plan européen, ils sont à l'intérieur des 200 milliards dont a parlé Monsieur Barroso. Et c'est pour ça qu'on se demande si on faut parler de plan ou d'addition. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La Commission européenne a fait le tour des 27 capitales et leur a dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour la relance économique en Europe? Et on est arrivé à une sorte de consensus, chacun mettant à peu près 1,3% de son PIB pour financer une relance. Et au total, on arrive à peu près à 195 milliards. Et là-dessus, la Commission européenne rajoute 5 milliards d'euros de différents fonds européens. Et puis c'est tout. Donc en fait, c'est une addition de plans nationaux. Et le contraste est frappant avec le plan américain, où là, carrément, les États-Unis montent 700 milliards pour faire un plan de relance. Et le problème, c'est qu'effectivement, la Commission européenne ne peut pas faire de plan de relance, puisqu'elle ne peut pas lever l'impôt. Elle a effectivement un budget qui est voté sur 5 ans, mais ce budget n'a pas le droit d'être en déficit. Il n'a pas le droit de faire de la dette. Donc à partir de là, la Commission ne peut que collecter. Oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Voilà. Exactement. Que font les Allemands finalement avec ce plan de relance? Parce qu'au départ, Angela Merkel a dit moi, je trouve ça formidable. Vous l'avez dit l'autre jour, je trouve ça formidable, mais on ne mettra pas un sou de plus. Eh bien, elle est restée sur cette ligne avec une petite parenthèse lors de du Conseil des ministres franco-allemands. Les 19 milliards dont qu'évoquait hier Madame Lagarde sont dans le plan. Les 33 milliards d'euros dont avaient parlé les Allemands le 4 novembre lorsqu'ils ont présenté leur plan de relance sont dans le plan. Et puis vous avez également les Britanniques qui ont présenté un plan de 15 ou 20 milliards, on ne sait pas très bien, lundi dernier avec cette baisse de TVA de 2 points que l'on a évoqué ici même. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'a dit Madame Merkel cet après-midi? Elle a dit qu'il faut arrêter cette course aux milliards. Il faudrait voir si on ne peut pas faire de la relance sans dépenser d'argent. Donc il y a bien chez les Allemands une réticence. Alors ils vont voter lorsque ça viendra au Conseil européen début décembre, ils vont voter effectivement le plan. Mais il y a une réticence qui vient de quoi? Mais qui vient de l'idée que les Allemands sont très préoccupés par le problème de l'équilibre budgétaire. Ils tiennent à respecter les équilibres budgétaires, c'est-à-dire le pacte de stabilité. Et effectivement, c'est ce que Mme Merkel fera pour son gouvernement pour l'année 2009, le budget prévu en équilibre. Alors, expliquez-nous ce qui se passe maintenant entre la France et l'Allemagne, parce que quand on voit Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, ils s'embrassent comme du bon pain sur les photos, etc. Sauf que quand ils sont séparés, eh ben, ils disent pas du tout la même chose. Prenons l'exemple, par exemple, de la TVA ciblée. L'Allemagne ne veut pas en entendre parler, alors que la France aimerait bien justement l'appliquer au moins à la restauration et probablement au domaine de l'automobile. Finalement, il se passe quoi entre les deux pays? Alors justement, là, il y a une série de quiproquos, parce que lorsqu'il y a eu le Conseil des ministres franco-allemands, donc hier, à Paris, il a bien été dit dans le communiqué final que la France et l'Allemagne ne laisseraient pas tomber
l'automobile. Bon, à partir de là, comment on ne la laisse pas tomber, l'automobile? Monsieur Fillon, à l'Assemblée nationale hier, a dit qu'il faut prévoir des mesures fiscales pour relancer l'automobile. Et Madame Lagarde, ce matin, a parlé, oui, d'une possibilité de baisse du taux de TVA sur l'automobile. Parce qu'en France, vous savez qu'il y a 1 million de véhicules en stock ou en rade chez les constructeurs qui n'arrivent pas à se vendre. Donc l'idée des Français, ce serait on baisse un petit peu la TVA et on écoule. On permet d'écouler les stocks et on évite ainsi l'arrêt des chaînes et les ouvriers ne sont pas mis au chômage technique comme c'est le cas actuellement. Le problème, c'est pour baisser la TVA, rappelons, on en parle souvent, il faut l'accord unanime des 27. Ouais. Qu'a dit le porte-parole de Mme Merkel cet après-midi même? Il n'en est pas question, on ne va pas baisser le taux de TVA. Ces idées de baisse de taux de TVA, que ce soit dans la restauration et l'automobile, a-t-il précisé, ne sont pas des bonnes idées. Donc la France... La France n'a pas de bonnes idées, quoi, en gros. Sur cette question-là. Oui, sur cette question-là. Ouais. Et d'où vient le problème? Toujours, comme tout à l'heure, la question des équilibres budgétaires. L'Allemagne tient aux équilibres budgétaires. Et par ailleurs, rappelons-nous, la première chose qu'a faite Mme Merkel en arrivant au pouvoir, c'est de relever le taux de TVA en Allemagne. Elle a des élections qui se profilent. Comment elle peut défendre son bilan en disant « j'ai relevé le taux de TVA, c'est une bonne chose, mais maintenant c'est une bonne chose de le baisser, ce serait complètement incohérent ». Donc ce qui se passe entre la France et l'Allemagne, sur un certain nombre de dossiers comme celui-là, il y a des anicroches incontestablement. Merci beaucoup. On va parler du PS maintenant, mais pas comme tous les soirs précédents. Là, on va faire venir des jeunes militants et ils vont nous dire ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé ces derniers temps. Martine Aubry, Ruth Solferino, Ségolène Royal, les yeux fixés sur 2012 et la présidentielle. C'est l'épilogue provisoire de la crise qui a secoué le PS depuis le congrès de Reims. Les socialistes vont-ils pouvoir cohabiter dans le même parti après 10 jours de zizanie? Ce soir, sur le plateau de Bouge la France, le point de vue de 4 jeunes militants du parti représentant des différentes motions. Isabelle Camille, Bastien Talloc, Anton Maria Battesti et Alan Pelletier. Ça y est, bonsoir à tous, on est à l'antenne, je vous préviens, merci d'être là. On a décidé de traiter ce qui s'est passé ces derniers temps, qu'on a vu évidemment sur toutes les coutures, vous imaginez, et en permanence, en vous donnant la parole parce qu'on a l'impression que le PS n'est pas coupé en deux, il est aussi coupé un petit peu dans ses générations. Alors on aimerait bien savoir avec vous ce que vous en pensez, on va vous donner la parole donc, et parce que je ne vais pas vous présenter chacun, je pense que vous le ferez mieux que moi, je voudrais que vous présentiez chacun et que vous expliquiez quel est votre itinéraire à l'intérieur du PS rapidement et quelle tendance vous avez suivi. On commence par vous. On va faire 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. Très bien. Donc bonsoir, je m'appelle Anton Maria Battesti. Je suis étudiant en droit, je prépare l'examen du barreau et j'ai adhéré au PS il y a 2 ans. Je suis notamment adhérent à 20 € et je me suis engagé pour la motion E pour Ségolène Royal à partir de l'Université d'été de La Rochelle. Adhérent à 20 €. Et vous avez 26 ans. Non. Vous avez 26 ans. Oui, j'ai 26 ans. Très bien. Alan. Bonjour, donc je m'appelle Alan Pelletier, donc moi je suis rentré au PS en 2003, d'abord au PS, et puis ensuite, par la suite, au mouvement des jeunes socialistes, dans le Finistère. C'est un peu traditionnel. Voilà, un petit peu le chemin inverse. Donc ensuite, j'ai été animateur fédéral du mouvement des jeunes socialistes, tout en suivant les débats au parti, puis maintenant je suis simple militant au Parti socialiste. Et vous avez suivi quelle motion? La motion de Martine Aubry. La motion de Martine Aubry, très bien. Isabelle. Oui, donc Isabelle Camille, donc moi j'ai 25 ans, ça fait 3 ans que je milite au Parti Socialiste, j'ai milité également parallèlement au MJS, donc j'ai été responsable d'un groupe sur Paris et donc après avoir un peu cherché également de quelle motion en tout cas je pouvais me rapprocher, donc j'ai choisi de soutenir Benoît Hamon sur ce congrès, voilà. D'accord. Et on termine par Bastien. Donc moi j'ai adhéré donc en 2005. J'étais mon secrétaire de la section de Sciences Po pendant 1 an, donc en 2007 pendant la campagne des présidentielles. Là, à l'occasion du congrès, j'ai fait le choix de la motion A, donc celle de Bertrand Delanoë. Alors bon, j'ai un itinéraire un peu particulier puisqu'ensuite j'ai fait le choix de voter pour Ségolène Royal. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans l'émission. Parce que vous avez écrit une lettre, hein, c'est bien ça, pour expliquer à vos amis votre choix. Comment vous êtes passé de Delanoë à Royal. Moi, je l'ai lu, mais je ressors juste une phrase. Vous parlez de la dévalorisation
décontestation et du découragement du travail militant. Vous en êtes là? Vous êtes découragé en tant que militant, jeune militant? Oui, je pense que c'est un phénomène qui est assez inédit, c'est-à-dire que quand on assiste à des assemblées générales de militants, on voit un phénomène inédit, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une unanimité chez les militants pour dénoncer le fonctionnement du parti. Et il y a un événement qui illustre assez bien, je trouve, ce basculement, c'est les révisions statutaires. Parce qu'avant le Congrès, le parti a révisé ses statuts. Les militants ont été appelés à contribuer. Et il y a deux choses assez scandaleuses qui se sont produites à ce moment-là. C'est que d'une part, je fais partie d'une section qui a beaucoup contribué à cette révision. Et finalement, le produit de ces propositions n'a pas été remonté au niveau national comme on aurait pu l'exiger. Et puis par ailleurs, on a eu le problème au moment du vote où on nous a demandé de nous prononcer sur un texte provisoire amendé par la suite, ce qui quand même en termes de démocratie est un peu limité. Donc l'histoire des des pseudo-tricheries, ça vous a pas surpris apparemment? On n'est pas dans le même registre, c'est pas tout à fait le même problème, mais on pourra y revenir tout à l'heure. C'est pas le même problème, je pense. Oui. Alors Isabelle, comment, et puis tous d'ailleurs, vous sortez comment de ces 3 semaines là qu'on vient de passer, un petit peu épouvantable, j'imagine, pour des militants? Oui, épouvantable. Effectivement, on a un scénario qui, à l'heure actuelle, n'est pas le plus confortable, on va dire. On voit en tout cas, on va essayer de dégager un peu ce qui a rassemblé l'ensemble des militants, mine de rien, c'est cette envie de renouvellement, de changement, donc qu'il l'ait exprimé à travers Ségolène Royal ou à travers d'autres motions, y compris donc celle de Benoît Hamon par exemple. Donc je crois qu'il va falloir essayer je crois qu'on s'est donné 10 jours, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, Martine Aubry a donné à peu près 10 jours pour remettre sur pied la future équipe. Et donc le but sera peut-être effectivement de voir comment concilier les idées de renouvellement, d'ouverture qui étaient prônées finalement dans chacune des motions, et notamment l'ouverture vers la société civile entre guillemets. Voilà. Alain, est-ce que ça suffit 10 jours après tout ce qui s'est passé? On est quand même, enfin je ne veux pas vous refaire l'histoire, on est quand même allé assez loin avec des menaces d'attaques devant les tribunaux, etc. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est déjà que je suis soulagé. Je pense que c'est le cas d'énormément de militants aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était assez insupportable de donner une image comme ça dans les médias. Et puis je pense que quand on voit comment ça fonctionne en section, je ne pense pas que ce climat si délétère qui a pu être décrit par les médias, c'est pas que ça se passe pas comme ça avec les militants. Enfin, en tout cas entre eux, moi il y a eu des débats sur le. Ça n'a jamais été chaud comme on a pu le voir avec les représentants, les ténors, comme on dit. Non, vraiment pas à ce point-là. Enfin, moi c'est pas la perception que j'en ai eu en tout cas. Non, même du camp des ségolistes. Moi, je crois que cette crise est finalement très saine, parce qu'elle agit comme un véritable révélateur. Nous sommes une démocratie. Le PS est une démocratie. Nous sommes fiers de cela. Je crois qu'on peut s'en féliciter par rapport au comportement d'autres partis politiques en France. Mais on n'a pas eu cette impression-là. Mais une démocratie, c'est du débat, c'est une stimulation d'idées, c'est un ensemble de choses. Bien, ça. Mais c'est vrai, c'est une démocratie très imparfaite. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel nous avons voté finalement 3 fois pour les motions, puis 2 tours pour le premier secrétariat. Et quel est le résultat? Pas de ligne politique claire, et finalement pas de leader clair non plus. Donc c'est une démocratie qui ne fonctionne pas suffisamment. Une démocratie qui doit être maintenant perfectionnée. Alors comment vous allez faire ça, puisque Martine Aubry a effectivement dit qu'il fallait maintenant se remettre au travail, donner un nouveau sens, transformer le PS, Ségolène Royal l'a dit aussi. Mais de quoi on part et de quoi on parle aussi? Je pense qu'on parle déjà de notre organisation. Les statuts du PS, c'est, pourrait-on dire, la constitution du PS. C'est ce qui organise notre vivre ensemble. Ça, il faut le changer. Il faut le changer rapidement. Je pense qu'il peut y avoir consensus là-dessus. Et il faut changer aussi nos procédures électorales. Vous savez, nous votons dans des urnes en carton. Dans la loi de la République impose des urnes transparentes. Il faut revoir les listes électorales. Ça, c'est pas, à mon avis, le plus compliqué à faire, de mettre des urnes en plastique à la place de celles de jusqu'à présent, nous ne l'avons pas fait. Maintenant, il faut le faire parce que nous devons être exemplaires si nous voulons récupérer une crédibilité auprès de l'opinion publique pour revenir au pouvoir plus tard. Bastien? Oui, j'irais un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a, souvent on dit que le Parti Socialiste n'a pas d'idées. Ce qui est assez inexact, c'est qu'il y a quand même des militants qui sont experts de sujets, qui ont beaucoup de choses à dire, et souvent les travaux, les productions d'idées au sein des sections ne remontent pas au niveau national. Donc là, il y a un vrai problème d'organisation. Il faut organiser aussi la formation militante. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire du point de vue de l'organisation. Sur la procédure électorale, le problème, et on l'a vu avec ce congrès, finalement, il a porté à leur paroxysme les dysfonctionnements du système qui combine à la fois un vote à la proportionnelle, un
vote majoritaire. Normalement, le Congrès fait le lien entre ces deux échéances. Comme le Congrès de Reims a été raté, il faut le dire, il n'a pas fait la coordination entre les deux et donc on a eu ce résultat et cette impasse dans laquelle on s'est trouvé pendant plusieurs jours. Quand on entend Ségolène Royal, même Benoît Hamon d'ailleurs, tous deux disaient bon, il faut changer de génération, il faut qu'une nouvelle génération arrive aux commandes. Est-ce que vous, alors vous faites partie de la prochaine génération, jeune génération, mais vous êtes très très jeune. Est-ce que vous le ressentez à l'intérieur de vos sections? Est-ce que vous estimez que vous n'avez pas assez la parole, que vous pourriez l'avoir plus? Est-ce que vous pensez que maintenant ça va changer ça? Bah oui, en tout cas pour ma part, dans ma section, tout se passe bien. Les jeunes sont accueillis à bras ouverts, au contraire. Oui, mais ça leur donne des responsabilités. Est-ce qu'on les écoute? Oui, tout à fait. Pour ma part, je suis à la commission administrative de ma section. Je crois qu'on est assez nombreux. La moyenne d'âge a fortement chuté, même là suite au dernier congrès. Donc je crois qu'il y a une vraie envie de confier des responsabilités aux jeunes, justement, qui parfois arrivent mieux à aller dans la rue, expliquer aux gens, parce qu'en fait, s'ouvrir sur la société civile, c'est également hors période électorale, aller militer, aller expliquer en quoi notre vision des choses est différente, par exemple, de la vision de la droite, parce qu'à l'heure actuelle, on a demandé du renouvellement, mais on a également demandé de la clarté de la part du Parti socialiste. C'était l'un des points forts, clarté, courage et créativité. Je crois qu'en fait, ça pouvait s'appliquer à tout militant. Et donc, le but à l'heure actuelle est vraiment on a tous finalement les mêmes valeurs et arriver à montrer comment on souhaite à l'avenir définir notre programme pour 2012, parce que effectivement c'est une échéance qui aura son importance, et arriver à ensemble convaincre voix après voix les Français. Voilà. Et quelle est votre conviction là-dessus? Parce que ça a été le grand débat. C'est choisir un programme, choisir une personne. Vous, par exemple, tous autant que vous êtes engagés seulement sur un programme, ou aussi parce que c'était Ségolène Royal, Martine Aubry, Benoît Hamon ou Bertrand Delanoë qui l'incarnaient? En l'occurrence, moi, je me suis engagé là pour le vote sur le premier secrétaire pour une conception du parti. Après, je pense que le débat sur la question de savoir si on désigne un présidentiable ou si on élabore un programme avant, il est assez vain. L'enjeu, il est clair, c'est que si en 2012 ou en 2011, a fortiori, on désigne un candidat mais sans avoir fait le travail en amont pendant les 3 ans qui viennent, ce candidat sera battu quel qu'il soit de toute façon. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de travailler tous ensemble, de bâtir un projet et ensuite on verra qui, parmi les socialistes, sera le mieux à même de le porter. Alain ? Moi, je pense qu'effectivement, le fond est important. Pour ma part, en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi Martine Aubry, parce que, notamment, je suis pas spécialiste de toutes les thématiques, loin de là, mais je suis plutôt assez sensible à ce qu'elle peut dire, notamment sur l'université, sur la suppression des classes préparatoires, etc. Je pense que c'est important pour construire un système égalitaire. Anton ? Je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Oui, bien sûr, il faut bâtir un programme. Ce n'est pas dissociable d'une personne, parce qu'il faut que ce programme, à mon avis, s'incarne dans un leader. Mais au-delà de ça... C'est déjà une nuance par rapport à ce qu'il dit. Nous avons des principes, des grands idéaux. On espère beaucoup de nous, les citoyens attendent beaucoup de nous, mais nous devons d'abord nous appliquer ces idéaux à nous-mêmes. Nous nous appelons tous camarades, ça a un sens. Or, nous n'offrons pas toujours un spectacle qui est à la hauteur de ce terme, de camarade. On parle de fraternité, excusez-moi, mais Ségolène Royal l'emploie souvent... peut-être d'une façon qui peut désorienter. Mais c'est très important d'avoir cette crédibilité en s'appliquant d'abord à soi-même certains principes. Par exemple... Mais vous pensez, parce que honnêtement, c'est ça qu'on essaye de comprendre, qu'est-ce qui va prévaloir au Parti Socialiste? Est-ce que c'est le programme pour 2012 ou est-ce que c'est encore, on va assister à 4 ans ou 3 ans de préparation avec une guerre larvée de personnalités qui veulent être le candidat? Pour vous, Ségolène Royal, j'imagine, est la mieux à même d'incarner le Parti Socialiste. Oui, je le pense. Déjà, elle représente la moitié du Parti socialiste. Elle a une sympathie, une popularité évidente auprès des sympathisants de gauche. Et je pense que c'est la logique de l'élection présidentielle. Une élection présidentielle... Mais on doit s'y atteler maintenant. C'est ça que j'essaie de comprendre. Il faut s'y atteler maintenant. Pour vous, voilà. Donc quasiment maintenant, il faudrait dire... Ségolène Royal, c'est quand même elle qui a le plus de chances d'incarner en 2012 le Parti socialiste. Un vote le décidera le moment venu. Moi, je pense ça. Mes camarades ne pensent peut-être pas à la même chose que moi. Isabelle, elle a l'air de dire non. Non, moi je pense pas effectivement que l'heure soit venue de choisir qui nous représentera effectivement lors de l'élection présidentielle. Ségolène Royal a pris date aujourd'hui déjà pour 2012 dans une vidéo. Ça vous a choqué ou?
Ça m'interpelle. Je pense qu'effectivement, on a quand même beaucoup de travail à réaliser avant de savoir qui se présentera à l'élection présidentielle en 2012 pour représenter notre parti. Si j'ai soutenu Benoît Hamon, qui était pour beaucoup un inconnu finalement avant ce congrès, j'avais un peu ce sentiment que les 3 autres motions étaient un peu effectivement des écuries présidentielles où celui qui l'emporterait serait le plus légitime à l'avenir pour se présenter en 2012. Donc ça finit pas par vous énerver tous autant que vous êtes, cette guerre des chefs justement, finalement la stratégie qui consiste à se placer en bonne position pour être éventuellement présidentiable. Est-ce que ça larve pas un petit peu le PS? C'est un peu gênant quand même. Enfin, moi je pense que, là, on voit bien, il y a quand même 2 conceptions du parti. Enfin, je veux dire, c'est au-delà d'une question de personne, il y a quand même des questions de fond, ce qui n'a pas été vraiment soulevé, encore une fois, dans tout ce qu'on a pu lire ou entendre ou voir. Moi, je pense que effectivement, ce qui est important, c'est de travailler sur le fond avant de mettre une personnalité en avant pour 2012. Et sur quoi, par exemple, entre vous qui avez voté Martine Aubry et vous, Ségolène Royal, ou même les autres d'ailleurs, est-ce qu'il y a des thèmes où ça va être compliqué de s'entendre? Je parle pour faire un programme commun, on va dire. Je crois pas. Une synthèse. Je crois pas. D'ailleurs, nous avons. Alors prenons au hasard, par le plus grand des hasards, la stratégie du 2e tour, l'alliance avec le centre, le positionnement. Comment vous allez vous mettre d'accord? C'est pas une question de fond, mais bon, c'est quand même une question qui a été posée quand même au moment où il faut voter. Voilà un élément qui peut être agaçant justement aussi dans la guerre des chefs, au-delà de la guerre à proprement parler, c'est que parfois le fond sert de prétexte et est instrumentalisé. Et je pense que parfois sur certains thèmes, il y a eu de la surenchère et des lectures un peu caricaturales qui ont été faites sur certains thèmes. Parce qu'au fond, sur cette question des alliances avec le MoDem, je crois en réalité qu'il y a peu de divergences parmi les socialistes et que trop souvent ça a justifié des positionnements tactiques. Ça tombe bien, Isabelle n'est pas d'accord. Alors allez-y. Donc moi, en tout cas pour ma part, je pense que cette question des alliances ne doit être tranchée qu'au moment venu. Donc s'il s'avère qu'effectivement on a la possibilité de tomber d'accord sur un programme avec le MoDem, etc. Pourquoi pas? Mais ce qui m'ennuyait là, c'était de définir. Royal justement. C'est définir dans une motion que d'ores et déjà on s'ouvre. Je préfère m'ouvrir à l'ensemble des forces de gauche et lancer un appel pour élaborer un vrai programme de gauche dès maintenant. Plutôt que se dire que de toute façon, dans le pire des cas, on essaiera de l'emporter en s'alliant avec le centre. C'est ça qu'il dit justement pour Ségolène Royal. C'est conçu comme une éventualité justement pour un rassemblement plus large. Ça se prépare longtemps à l'avance. On n'improvise pas un contrat de gouvernement entre les 2 tours d'une présidentielle. Il faut faire ce travail de fond à l'avance avec d'éventuels partenaires. Prenons un autre exemple, l'Europe. L'Europe, vous allez être tous d'accord sur la façon dont on traite l'Europe. Comme on a vu quand même lors du dernier référendum à quel point le PS était coupé en 2 là aussi. Je m'inquiète pour la majorité qui a porté Martine Aubry au poste de premier secrétaire. Parce y a-t-il une réelle convergence sur l'Europe entre Bertrand Delanoë et Benoît Hamon, par exemple? C'est une vraie question. Alors d'accord. Comment vous allez régler? J'attends de voir. Comment vous pensez pouvoir régler ce problème de divergence quand même? Je pense que sur le fond, il n'y aura pas de problème de gouvernance du PS à proprement parler. Je pense qu'on a pu le voir là, Martine Aubry, avec elle, 68% du Conseil national. Le Conseil national, c'est quand même le Parlement, entre guillemets, du Parti socialiste. Mais ce sont les vieilles structures du Parti socialiste, si j'ai bien compris, c'est un petit peu ça aussi que vous voulez changer. Ce sont celles qui existent pour le moment. Après, effectivement... Ces 68% homogènes, ces 68%-là, ont-ils une ligne claire sur l'Europe? Moi, j'en doute. Quand je vois Benoît Hamon et Bertrand Delanoë, je pense sincèrement qu'ils ne pensent pas tout à fait les mêmes choses sur l'Europe. Donc, c'est une majorité qui manque de sens, qui manque de clarté. Non, moi je pense que ça c'est l'histoire aussi du Parti socialiste. Je veux dire, jamais le parti dans son histoire n'a été d'accord vraiment sur un certain nombre de thèmes. Je veux dire, c'est ça aussi qui fait le débat. C'est à la fin, effectivement, il faut trancher, il faut savoir prendre une décision, ça c'est sûr et certain. Mais ce qui est important, c'est quand même le débat, confronter ses idées, et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça l'enjeu du débat militant pour arriver à une position commune. Il faudra rappeler à certains effectivement que la démocratie avant le vote des militants, c'est effectivement d'assurer un débat équilibré, que toutes les positions puissent être exprimées. Et après le vote, la démocratie, c'est le respect de la décision militante. Donc il faut bien séparer ces 2 temps. Et une fois qu'il y a eu un vrai débat pluraliste sur la question, ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision majoritaire pourront pas se prévaloir qu'il n'y a pas eu un débat équitable sur la question. Donc c'est ça l'idée, c'est d'avoir vraiment un débat clair, qui soit clairement tranché et qu'ensuite
la décision majoritaire soit appliquée par la direction. Vous repartez après cet épisode qui a duré quelques mois, vous repartez comment au combat militant? Est-ce que vous êtes justement renforcé? Est-ce que vous avez senti un léger ras-le-bol autour de vous, chez vos camarades, justement de ce qui s'était passé? Mais... Pardon, je t'en prie. Donc, pour ma part, je pense qu'on a une échéance l'an prochain qui est importante également. Ce sont les européennes. Donc, on va se remettre au travail très rapidement en vue de ces élections. En tout cas, la question, c'est vous n'avez pas eu une période de doute après ce qui s'est passé? La nuit dernière, un SDF est encore mort au bois de Vincennes. Moi, quand je vois ça, je n'ai pas de doute sur mon engagement au Parti socialiste. Il y a 2 millions d'enfants pauvres en France, plus de 100 000 SDF. Des situations de faiblesse inacceptables, que ce soit chez les employés ou les petits patrons. Donc c'est ça qui fonde l'engagement à gauche. C'est cette révolte-là. Alan ? Moi, ce qui m'interroge, moi j'ai eu beaucoup de coups de fil de nombreux camarades qui avaient été ou pas à Reims. Ces derniers jours, ils étaient franchement désespérés. Et ils sont heureux, enfin. Que ce soit soldé, que ce soit réglé. Que ce soit soldé. Enfin, au moins qu'on ait un nom. Je veux dire, voilà, exactement. Même des très bons camarades soutiens de la première heure de Ségolène Royal. Enfin, que ce soit Martine Aubry ou Ségolène Royal, à la fin, voilà. Ouais. Écoutez, moi, je dirais 2 mots par rapport à mon état d'esprit. Je dirais détermination et vigilance. Détermination quand on regarde le contexte, c'est-à-dire c'est au moment où les valeurs de la gauche n'ont jamais été aussi nécessaires que finalement la gauche n'a jamais semblé aussi absente. Et ça, c'est un vrai problème. Donc on doit vraiment être déterminé là-dessus. Et vigilance sur le fait que Martine Aubry, avec sa direction, va bien s'engager à réformer le fonctionnement du parti. Là-dessus, je serai particulièrement vigilant dans les mois qui viennent. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Ça nous a éclairé un petit peu sur votre sensibilité à l'intérieur du PS en tant que jeune socialiste. Et on vous souhaite bon courage pour l'ensemble de vos combats. Merci bien. J'espère qu'on a remarqué que vous n'étiez pas spécialement stressé. C'est notre thème maintenant, mais le stress au travail. Le stress au travail, un phénomène longtemps sous-estimé, mais désormais reconnu. Patronat et syndicats viennent de signer un accord pour mieux prévenir le malaise au sein des entreprises. Débat ce soir dans Bouge la France avec Patrick Légeron, psychiatre et co-auteur d'un rapport sur le stress au travail, et Henri Forest, secrétaire confédéral de la CFDT. Bonsoir à tous. On revient sur le début de la semaine. C'est lundi dernier que la signature de l'accord professionnel sur le stress au travail s'est réalisée. Alors, on parle du stress au travail. On a l'impression que c'est un petit peu une nébuleuse qu'on a du mal à vraiment identifier. Alors, qu'est-ce qui nous permet, par exemple, de dire, je vous pose la question à tous les deux, qu'il y a plus de stress au travail aujourd'hui qu'il y a 30 ans? On a l'impression qu'on découvre une maladie qui vient d'arriver il y a une dizaine d'années. C'est un petit peu simple. Vous savez, le stress d'abord est identifié scientifiquement que depuis 70 ans, alors qu'il existe depuis que l'homme est homme, et même avant, puisque chez les mammifères, le stress était aussi une réalité de fonctionnement biologique. À la question que vous posez, la réponse est extrêmement difficile. Ce que l'on peut dire, c'est que le stress a changé fondamentalement de nature pendant des millénaires. Et en tout cas, jusqu'aux dernières décennies, la pénibilité au travail était essentiellement physique. C'est-à-dire que la chaleur, la température, les charges physiques à soulever, la durée des journées de travail, etc., épuisaient l'individu. Et le stress était un stress physique, un peu comme le stress qu'on observe dans les expositions polaires, où les gens sont dans le froid et où ils réagissent par une réponse de stress. Depuis une trentaine d'années, et de plus en plus, le mouvement s'accélère, le stress devient une contrainte psychologique. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur le corps, le stress appuie sur le psychisme, avec les objectifs, la performance, l'incertitude, les relations humaines difficiles, etc. Parce que notre monde s'est transformé. Je ne suis pas un spécialiste du monde ni de la sociologie, je ne suis qu'un psychiatre, mais c'est évident que notre environnement a changé et je pense que... Voilà, alors Henri Forest, je prends par exemple, parce qu'il y a des chiffres aussi qu'on attribue au stress. On parle de 3000 suicides par an liés au stress au travail. Je ne sais pas comment on arrive à trouver des chiffres comme ça et comment on le sait d'abord. On n'a pas de chiffres précis, on a des approximations, on a des évaluations.
On est plutôt, par rapport à certaines études, autour de 300 suicides liés au travail. C'est pas tout à fait pareil, c'est 10%. Hein. Mais donc il y a des écarts entre les estimations. Donc par rapport aux chiffres sur le stress au travail et les suicides au travail, on est encore dans une grande incertitude sur l'ampleur du phénomène. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les déterminants du stress au travail, c'est-à-dire l'intensification du travail, on l'observe sur les lieux de travail depuis une vingtaine d'années. Et donc là où on est, nous, là où on observe ce que nous disent les militants, on s'aperçoit que dans tous les secteurs de l'activité professionnelle, que ce soit le tertiaire, l'industrie ou même les fonctions publiques, on a une intensification du travail qui est génératrice de difficultés pour les salariés qui se manifestent sous forme de stress. Par exemple, je vous cite 3 exemples, les centres d'appel téléphoniques, un nouveau métier, des conditions de travail qui sont stressantes parce qu'il faut répondre en 2 minutes aux clients. Est-ce que pour autant on peut parler de pénibilité? Parce que lorsqu'on parle du passé, vous savez comme moi que le travail était autrement plus pénible. Alors, c'est une nouvelle forme de pénibilité. Les travaux pénibles physiques existent encore, mais c'est une nouvelle forme de pénibilité. La difficulté, c'est que on ne sait pas encore si cette pénibilité est susceptible de déterminer à terme une différentiel d'espérance de vie des salariés. Certainement, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre sur le lieu de travail pour que les gens puissent continuer à bosser. On n'est pas, pour l'instant, dans un système où cette pénibilité est reconnue dans les entreprises. Alors, vous avez bien sûr vu ces décès, ces suicides, notamment dans le monde automobile, 7 chez PSA, 4 chez Renault. Est-ce que le monde automobile a quelque chose de particulier pour générer autant de stress? Est-ce qu'on se l'explique ça? Vous savez, c'est extrêmement difficile. Je pense que, évidemment, il y a eu une série qui a peut-être attiré l'attention à la fois des médias et de l'opinion publique. Ouais, c'est une série qui ne tombe pas de nulle part non plus. Oui, mais vous savez, ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille dans la problématique du stress au travail et je peux vous dire que les suicides, j'en ai rencontré un certain nombre. Et je me souviens d'une série de 3 suicides dans une belle entreprise française, dans une région de l'Est de la France. Eh bien, il y a eu 2 lignes dans Libération à l'époque, c'est-à-dire que la sensibilité, la réactivité de l'opinion publique et de l'environnement était moindre. Alors, comme M. Forest l'a très bien dit, nous n'avons pas, et c'est un des problèmes aussi, de comptabilité, de visibilité. Donc, et d'ailleurs, nous n'avons même pas de compréhension des suicides. Le suicide est un phénomène extrêmement complexe. Ça fait plus d'un siècle que des spécialistes, des sociologues, des psychologues essayent de comprendre ce que c'est qu'un suicide. Ça renvoie à la plus grande intimité de l'individu. Vous savez, il y a des facteurs environnementaux réels, mais il y a des facteurs personnels extrêmement complexes. Et je pense qu'une meilleure connaissance de qu'est-ce qui peut amener un individu à se donner la mort à cause du travail, il faut bien dire à cause du travail, parce que des lettres ou des témoignages indiquent que la personne a pris cette décision ultime à cause de son environnement de travail, une meilleure compréhension nécessaire. Mais est-ce qu'on peut dire, voilà, c'est à 100% à cause du travail? Non, on peut pas dire il y a 100%. On peut pas dire il y a 100%, mais dans la mission que nous avons conduite pour Xavier Bertrand, nous avions quand même été étonnés de la faiblesse des informations chiffrées. Ouais. Par exemple, nous savons aujourd'hui, les statistiques et l'épidémiologie médicale montrent qu'aujourd'hui, il y a 3 millions de déprimés en France. 3 millions. La dépression était vraiment un problème de santé publique. Eh bien, pour l'année 2006, il n'y a eu que 12 dépressions reconnues comme maladies professionnelles. Alors, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas se baser sur des chiffres. On ne peut pas dire qu'il n'y a que 12 personnes qui ont connu une dépression à cause du travail sur les 3 millions de déprimés en France. De même que les 300 suicides au travail estimés, car ce sont des estimations sans aucune certitude, ne sont pas finalement des données qui nous permettent d'agir. Et les 2 manques qu'a la France par rapport à des pays qui font nettement mieux que nous, l'Europe du Nord, le Canada, sont nettement plus en avance. D'abord, ils ont fait du stress, un sujet qui n'est pas tabou. Ils ont signé bien avant la France des accords entre les partenaires sociaux, entre le patronat et les organisations syndicales. Il y a simplement quelques jours que ça a été signé, donc on a quand même beaucoup de retard. Eh bien, ces pays ont des visibilités beaucoup plus fortes. Ils ont des véritables statistiques. Nous n'avons pas. Ouais. Et la faiblesse de la France est à 2 niveaux. C'est ce que vous avez mis dans votre rapport. Donc elle est au niveau à la fois de la connaissance précise d'indicateurs qui ne sont pas suffisants et aussi par une faible culture de la prévention. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'en France, la mobilisation, à juste titre, est faite pour porter secours aux gens en détresse, voire pour leur apporter réparation, parce que quand les gens
payent de leur santé des conditions de travail. Il est tout à fait normal qu'elles soient réparées, mais la préoccupation de la prévention est très faible. Et on retrouve des travers de l'approche de santé en France. Henri Forest, on en parle tous les soirs dans une période de crise. Est-ce que ces périodes-là sont justement anxiogènes? Est-ce qu'il faut redoubler l'attention? Est-ce qu'il faut regarder beaucoup plus attentivement ce qui se passe dans les entreprises? Bien évidemment, la période qui s'annonce en termes de difficultés vis-à-vis de l'emploi va générer un surcroît de tension vis-à-vis des salariés. Mais bien avant ça, dans un contexte économique plus serein, je disais tout à l'heure qu'il y avait des phénomènes d'intensification du travail et on observe des situations de travail qui se répètent dans les différents secteurs professionnels. Et donc là où on doit porter notre effort, c'est sur la prévention, sur l'organisation du travail. Une des vertus de l'accord que l'on vient de signer avec les organisations patronales et l'ensemble des autres organisations syndicales, c'est de sortir enfin du déni en France de ce problème-là qui était, ça vient d'être dit, mieux traité dans d'autres pays européens. Nous avons, ouvert la porte à la parole sur le problème du stress au travail. Reste maintenant à trouver dans les entreprises des méthodologies d'action préventive. Vous êtes d'accord sur le fait l'automobile c'est le plus grand des hasards ou c'est un secteur... Non, j'ai pas dit que c'était le plus grand des hasards. J'ai dit que lorsqu'on fait il y a quand même quelques études en France de très bonne qualité, pas suffisamment globales, mais de très bonne qualité, qui montrent que c'est sans doute pas dans le secteur de l'industrie où le stress est au plus haut niveau. Nous avons tous le sentiment que ce sont davantage dans le service public, que c'est davantage dans les services financiers, bancaires et des téléopérateurs, car dans l'industrie, il y a bien sûr toujours l'aspect de pénibilité physique sur lequel il faut lutter, mais il y a quand même une plus grande proximité, il y a sans doute des fois plus de respect entre les individus, plus de cohésion. Et ce que l'on observe, par exemple, le mépris, la distance, la faible valorisation des individus est grande source de stress et l'industrie automobile, d'après quelques enquêtes parcellaires, ne sont pas les secteurs où il y a le plus de stress. Je dis globalement, il y a certains secteurs de l'industrie automobile, dans l'engineering, où c'est plus marqué. Ouais, Henri Forest, sur le secteur automobile. En secteur d'automobile, je dirais c'est sorti au niveau du secteur d'automobile, mais bien évidemment il y a des secteurs auxquels on parle absolument pas. La police, par exemple, hein, le secteur pénitentiaire. Je parle des gardiens, le secteur hospitalier, les services sont des secteurs qui sont touchés par le stress au travail et les problèmes de dépression et de suicide au travail. L'industrie automobile, ce qui a marqué les esprits, c'est que c'est un fleuron de l'industrie française où normalement, tout va bien. Hein. En plus, c'était dans un secteur où, vu de l'extérieur, c'est quelque chose qui est moderne, c'est quelque chose où on crée, c'est quelque chose où on génère de la richesse en termes de production d'automobiles. Et ça a effectivement fait résonance dans l'opinion publique. C'est pas un hasard quand même que dans les entreprises qui créent des prototypes, c'est vrai aussi dans l'industrie aéronautique, on observe que les ingénieurs de conception, du fait des pressions pour sortir les modèles avant les autres entreprises, sont obligés de sortir des modèles non finis. Et la reconnaissance professionnelle de ces professionnels qui ont l'impression de fournir un travail mal fait de leur point de vue et les place dans des situations psychologiques qui sont très difficiles à vivre. Alors, est-ce qu'il y a des signaux, pour terminer, est-ce qu'il y a des signaux quand même des voyants qui s'allument pour anticiper ça? C'est là-dessus que vous avez réfléchi. Moi, je voudrais juste rebondir en disant qu'il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur le problème du suicide, parce que même si on n'a que, entre guillemets, quelques centaines, il ne faut pas oublier qu'on est environ 20% des salariés sont à des niveaux de stress beaucoup trop élevés, c'est-à-dire des millions. On n'est pas dans les nombres de centaines. On a sa réserve de résistance au stress, sa propre réserve. Oui, d'ailleurs, qui s'étiole selon le travail, justement. Oui, bien sûr. La résistance a des limites. Il y a certains individus parce qu'ils peuvent se ressourcer ailleurs, ils ont d'autres soutiens dans leur vie personnelle et ils sont plus résistants au stress. Mais les signaux maintenant sont relativement bien identifiés. Il y a des signaux au niveau de l'individu en souffrance et les médecins du travail sont extrêmement bien placés pour repérer des gens qui sont dans des états émotionnels très pénibles, qui même ont des
pathologies somatiques. Il ne faut pas oublier que le stress ne fait pas mal qu'au psychisme. Il peut aussi atteindre le cœur, les muscles, l'appareil articulaire. Donc on a le sommeil, l'alimentation, tout ça. Donc ça déglingue l'organisme. Donc il y a des signaux au niveau de l'individu. Et puis il y a des signaux organisationnels. C'est-à-dire lorsqu'on voit des conflits apparaître, lorsque l'on voit de l'absentéisme, lorsqu'on voit des pertes des motivations, nous avons des répercussions non seulement sur l'individu, mais aussi sur l'entreprise. Ce qui fait que les entreprises devrait comprendre que s'intéresser à la problématique de stress, c'est pas simplement une démarche, j'allais dire, humaniste, c'est-à-dire s'occuper du bien-être de l'individu, mais c'est aussi une démarche extrêmement intéressante au niveau économique, parce que des individus en bonne santé, des individus qui ne sont pas dans la souffrance, sont les individus qui s'épanouissent au travail et qui produisent. Ça, il faut le rappeler aussi. Merci beaucoup, messieurs. Je remonte, parce qu'on l'a vu plusieurs fois, le stress au travail chez Odile Jacob de Patrick Légeron, que vous voyez ici. Merci bien d'être venus. On va maintenant partir aux États-Unis pour parler d'Obama et de sa Dream Team. Barack Obama à toute vitesse. Le président élu des États-Unis multiplie les annonces, composition de son équipe, les cerveaux les plus brillants selon lui, et plan de relance évalué à 700 milliards de dollars. Décryptage ce soir avec François Durper, historien et spécialiste des États-Unis. Et on accueille François Durper, bien sûr. François, ça va? Ça va. Alors vous avez eu du travail parce que 3 conférences de presse en 3 jours, il fallait tout suivre. Pourquoi 3 conférences de presse en 3 jours et pas une grande à la fin de la semaine pour tout annoncer? Vous vous rappelez de la critique faite à Obama pendant la campagne? Il n'a pas assez d'expérience. Alors là, il cherche à montrer que le 20 janvier, le jour de l'investiture, il saura quoi faire. Il a une équipe autour de lui. Il est très bien entouré. Il est vraiment, vous savez, il y a une expression aux États-Unis, on dit il n'est pas président en attente, il est déjà le président. A souligné également qu'il y a une coopération sans faille avec l'ancienne administration, avec George Bush. Oui, mais dans l'histoire américaine, c'est pas toujours le cas. Je prends un exemple historique. Dans la même circonstance, c'est-à-dire la crise de 1930, oui. Eh bien, il y avait eu l'élection de Roosevelt. Roosevelt avait refusé de voir Hoover. Il n'y avait pas eu de collaboration entre Hoover, qui pourtant lui avait proposé de le briefer pour ses premiers jours à la Maison-Blanche. Alors qu'il y avait urgence. Alors cet après-midi, c'était la dernière conférence de presse, enfin, du moins la 3e. Qu'est-ce qui s'est passé? L'annonce de la commission d'experts en économie présidé par Paul Volcker. Alors, Paul Volcker, il a 81 ans. Il était déjà là à l'époque de Kennedy, de Johnson, de Nixon, dans l'équipe du département au Trésor. Donc, vous voyez, le thème du changement utilisé pendant la campagne, il y a aussi une bonne dose d'expérience. Pas véritablement cet après-midi de mesures concrètes. Il faut quand même rappeler qu'il est president-elect. Hein. Vous voyez, on le voit sur son pupitre. Hein. Quand il parle, c'est president-elect. Alors, certes, il y a une collaboration avec George Bush. Il cherche quand même à montrer que George Bush est encore là. Lui, George Bush, il fait profil bas. Hein. Il part par la petite porte. Il accepte d'avoir un Obama qui est quand même omniprésent pendant cette période. Qui est déjà très très présent. Parlons de son équipe. Donc, il l'avait dit qu'il aurait une équipe jeune. Elle est jeune, mais elle est aussi, il y a beaucoup de femmes à l'intérieur et il y a beaucoup de diversité. Voilà. C'est une équipe qui est à la fois jeune. On peut prendre un exemple. Tim Geithner, secrétaire au Trésor, il est de l'âge de Barack Obama, 47 ans. Robert Gibbs, qui va donc être le porte-parole de la Maison-Blanche. Il a 37 ans. Également des Noirs, il faut quand même le souligner. Tim Geithner, quel âge? 37 ans. 37 ans. Non, Tim Geithner, il a 47 ans. Il a l'âge de Barack Obama, moins de 50 ans. Il est jeune aussi. Oui, comment se fait-il qu'à l'évocation de son nom, la bourse soit remontée de façon aussi spectaculaire? C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. On peut avoir 47 ans et avoir énormément d'expérience. Et donc, si vous voulez, les choix opérés par Barack Obama, en particulier Tim Geithner, eh bien, rassurent tout le monde parce qu'on sent que Barack Obama s'entoure des meilleurs et qu'il ne fait pas cas de ses affinités partisanes. Hein. Alors, une équipe qui est une équipe de compétences, une équipe jeune, une équipe avec de la diversité. Vous venez de rappeler des femmes.
Peut-être un hispanique. Le premier gouverneur hispanique du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, qui était son adversaire pendant la campagne des primaires, sera sans doute au commerce. Et puis déjà 3 noirs, hein, Eric Holder à la justice, attorney général. C'est un point important, la présence de nombreux noirs dans le gouvernement d'Obama, parce qu'on s'était dit, Barack Obama est noir, enfin, il est noir de par son père. Il va devoir compenser. Il va pas oser. Il va pas oser le faire. Et Barack Obama, là, il nous surprend. Il dit, bah, écoutez, moi, je nomme les meilleurs, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, et peu importe qu'on m'accuse de favoriser une communauté plutôt qu'une autre. Alors, il va probablement garder Robert Gates au secrétariat à la Défense. Ce qui donc officiait déjà sous Bush. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait en France une caractéristique de l'ouverture ? Oui, c'est quand même la surprise du chef, parce que Barack Obama a fait campagne contre la guerre en Irak, en disant qu'il allait tout changer en matière de politique étrangère, et il est quasiment certain que Robert Gates restera encore 1 an, parce qu'il connaît parfaitement le dossier, en particulier afghan, et que Barack Obama veut, vous voyez, là, prolonger la transition. C'est pas une transition phase transitoire jusqu'au 20 janvier. Il voudrait que la première année, au moins, Robert Gates reste. Puis, il faut pas oublier qu'il a été élu avec des voix de républicains. Il n'est pas un vainqueur démocrate, Barack Obama. Il est le national winner. Il est le vainqueur national. Il a fait très très bien dans une frange conservatrice de l'électorat. Et puis, il y a quelque chose à souligner également, c'est que peut-être que dans la future équipe, on aura 3 personnes très proches qui sont ses anciens adversaires. Il a choisi Biden déjà comme vice-président. Biden, il était adversaire dans la campagne des primaires. On aura sans doute Hillary Clinton. On attend sa réponse et puis on attend aussi l'enquête. On va attendre. Alors il avait dit pas avant Thanksgiving, donc Thanksgiving c'est encore tout le week-end. On va attendre début de semaine Et puis on le disait tout à l'heure, Bill Richardson, qui était son adversaire pendant la campagne de primaire et qui sera probablement également au gouvernement. Alors, donc c'est-à-dire une équipe. Hein, vous voyez, il mise sur la compétence. Abraham Lincoln avait déjà fait la même chose. Il avait intégré dans son gouvernement des gens qui étaient ses adversaires lors des primaires. Parlons maintenant de son programme et de son plan de relance. Donc il l'a annoncé, 700 milliards de dollars. Il est en plusieurs phases. Il y a la phase grands travaux, il lance une série de grands travaux. Alors là, on est en plein dans Roosevelt et le New Deal. Hein. C'est une réhabilitation. Voilà, 700 milliards. C'est vrai qu'il y a des expressions un petit peu le Kennedy noir. On dirait plutôt le Roosevelt noir. Parce que il l'a dit d'ailleurs. Il a gagné cette élection parce qu'il a misé très rapidement sur le thème du nouveau New Deal, en disant il nous faut un plan de relance, avant même que la situation ne se dégrade. Hein. Il en parlait déjà au début des primaires. Ce nouveau New Deal, c'est d'abord une politique de grands travaux. Il faut refaire les routes. Vous vous rappelez de Katrina, la digue à la Nouvelle-Orléans. Alors là, ça met l'accent aussi sur autre chose. C'est qu'on n'est pas dans un État à la française, on n'est pas dans un État centralisé. Donc ça veut dire que ce plan de 700 milliards, il faut le donner aux États. C'est un plan de subvention aux États qui souhaitent investir dans des infrastructures. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le fédéralisme coopératif. C'est issu de la période rooseveltienne. Donc là, c'est en quelque sorte Barack Obama, une sorte de clôture de la période Reagan, des idées néoconservatrices du Reaganisme qui avaient d'ailleurs, c'était pas uniquement des idées du Parti républicain. Hillary Clinton s'en était faite une des défenseuses. Alors deuxième attaque de ce plan, il y a l'énergie verte, tout ce qui est taxe carbone, etc. On a l'impression qu'on a un président noir qui est sans doute le plus vert qui ait jamais existé aux États-Unis. Et est-ce qu'il va aller jusqu'à ratifier enfin le protocole de Kyoto? Là, ça semble acquis. C'est-à-dire que George Bush s'était retiré, vous vous rappelez, en mars 2001 de la table des négociations. Barack Obama veut que les États-Unis reviennent à Copenhague. Et en particulier, il a ce grand projet de taxe carbone pour financer les énergies alternatives, l'énergie verte. Et il semble bien que ce soit la grande frontière, la nouvelle frontière du XXIe siècle. Barack Obama souhaite créer également de nombreux emplois dans ce secteur. Ouais. Alors là, les États-Unis ne peuvent que nous surprendre dans ce domaine-là. Oui, mais vous savez pas tant que ça, parce que c'est vrai que les États-Unis nous avaient déçus à Kyoto, mais en même temps, rappelez-vous qu'un État comme la Californie est plus
plus avancé que la France. Les premières lois en matière d'air, de pollution en Californie datent des années 50. Le troisième volet, c'est évidemment l'industrie, évidemment l'automobile et principalement General Motors, parce que quand General Motors est à ce point en difficulté, tout le pays en pâtit. Alors les trois grands, General Motors bien sûr, mais Chrysler et Ford vont pas bien non plus. Les Big Three, on appelle ça aux États-Unis les trois grands de Détroit. Et là, bien, ils demandent un plan d'urgence. Barack Obama, pour le moment, est assez prudent en disant oui, d'accord, un plan pour sauver l'industrie automobile. On dirait aux États-Unis que quand l'automobile va, tout va. Eh bien, mais il faut quand même des garanties et en particulier quel plan derrière. C'est-à-dire que un projet, pourquoi faire un plan de relance, mais il veut en voir un peu plus, Barack Obama. Et puis il y a l'assurance santé, évidemment, ça c'était une promesse électorale. Oui, Thomas Daschle donc sera en charge de l'assurance santé. C'est un des grands programmes de Barack Obama. Alors attention, une assurance santé pas à la française. Les Français sont peut-être déçus s'ils jugent ça à l'aune de l'assurance santé française, mais en tout cas, il veut résoudre ce problème. Création d'une banque fédérale pour la santé. C'est un des projets de Daschle depuis longtemps. Il a écrit un livre sur le sujet. Donc là, on aura une politique ambitieuse, mais une politique ambitieuse à l'américaine. Très rapidement, en 15 secondes, les subprimes, qu'est-ce qu'il va essayer de tenter de faire sur les crédits, ce qui a pourri le système? Alors là, un plan d'urgence. Il veut que les lois en matière de banqueroute, on dirait de faillite, soient revues, et il veut donner la possibilité aux juges américains de pouvoir repenser les taux en matière immobilière, renégocier les contrats pour les familles qui sont là menacées de perdre leur maison. Alors évidemment, beaucoup de gens s'inquiètent de ces mesures, mais Barack Obama dit que, et c'est sa force, c'était sa force dans sa campagne, et s'il doit être un grand président, c'est là-dessus qu'il va être jugé. Il sait que la crise économique, c'est aussi une crise sociale, et c'est lui qui a pensé le premier ce lien entre l'économie et la société. Merci beaucoup François. L'unité réinventer les présidents américains face à la nation, je le montre. On l'a tellement montré que maintenant ça devient un best-seller. En attendant le prochain, parce qu'il y en aura sûrement un très bientôt. Merci et à très bientôt. Merci, François. Pierre. On va parler maintenant de l'eau radioactive. Ça arrive et ça arrive en France. Question ce soir sur les nappes phréatiques situées sous les centrales nucléaires. Sont-elles contaminées? Sont-elles dangereuses? La polémique bat son plein depuis les incidents de Tricastin l'été dernier. Didier Champion est l'invité de Bouge la France. Il est directeur de l'environnement et de l'intervention à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Bonsoir Didier Champion. Bonsoir. C'est vrai qu'on se pose tous la question après ce qui s'est passé à cette usine Socatri Tricastin. C'est est-ce que finalement toutes les nappes phréatiques qui sont pas loin, autour ou sous une centrale nucléaire sont polluées ou pas? Alors, je reviens tout d'abord sur l'incident Socatri qui a été l'élément déclenchant de ce questionnement. Je rappelle les faits. Donc, dans la nuit du 7 au 8 juillet de cette année, donc un déversement accidentel d'une solution contenant de l'uranium dans un cours d'eau proche de l'usine. Et donc, la question qui s'est posée derrière, c'était quelle a été la réalité de l'impact de ce rejet. Donc, c'est mis en place un plan de surveillance à la fois du cours d'eau, mais également des nappes phréatiques qui se trouvent, ce sont les nappes d'eau qui se trouvent à proximité du cours d'eau. Oui, on se souvient qu'il y avait des plans d'eau qui avaient été interdits. Tout à fait. Donc, ceci pour permettre notamment aux autorités de prendre les bonnes décisions en matière soit de restrictions, ou au contraire de levée de ces restrictions. Et ce qu'a révélé cette affaire, c'est une deuxième affaire en réalité, qui est la présence d'uranium qui préexistait à cet incident. Donc finalement, cet incident a été le déclencheur du questionnement, mais en réalité, il existait déjà dans cette nappe phréatique des traces d'uranium que l'IRSN d'ailleurs avait... Mais qui était lié à la présence de la centrale? Alors, c'est tout le questionnement qu'a révélé cette affaire, et d'ailleurs, quand je dis qu'il y a deux affaires en l'une, c'est que cette seconde affaire a posé ce questionnement d'une manière très générale, c'est-à-dire et au niveau politique. Comme vous le savez, Jean-Louis Borloo a saisi le Haut Comité à la transparence sur l'information et à l'information nucléaire. Pourquoi? Parce que la question c'est est-ce que l'on sait tout sur la qualité des nappes phréatiques sous et autour des sites nucléaires, et surtout est-ce que l'information
sur cet état est correctement diffusé aux Français. Il y a une autre question qu'on se pose, c'est il y a des normes, j'imagine, pour mesurer le taux de radioactivité. Est-ce qu'elles sont assez élevées? Qui les fixe? Est-ce qu'on est sûr qu'elles sont bien vérifiées? Et par qui? Alors, s'agissant des eaux, et en particulier des eaux que l'on boit, puisque vous comprenez que c'est par ce biais-là que nous sommes le plus exposés, il existe à la fois des références internationales fixées par l'Organisation mondiale de la santé, mais également le Code de la santé publique en France fixe des normes qu'on appelle qui sont basées sur potabilité. quoi? Parce qu'on n'a pas d'historique là-dessus. Il y a plusieurs aspects. Vous me parlez de radioactivité, mais précisément dans le cas de l'uranium, le problème n'est pas lié à la radioactivité de l'uranium, il est lié à sa propriété de chimique toxique. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est passé inaperçu parce qu'on pense au nucléaire et au risque des rayonnements, mais en réalité... C'est de la pollution pure. C'est une pollution chimique, comme le plomb, par exemple. Et donc... Dans le cas de l'incident Socatri et de l'uranium qu'on a trouvé également par ailleurs dans la nappe, le problème n'était pas un problème lié au nucléaire ou au rayonnement ionisant, comme on dit, mais lié à ce risque toxique. Et donc il existe des études, puisque vous me posez la question d'où viennent ces normes. Donc l'OMS a recommandé une valeur guide pour la potabilité de l'eau qui est fondée sur des études toxicologiques qui ont été faites en expérimentation animale sur le rat. Et l'effet toxique, dans ce cas-là, c'est un effet sur le rein. Souvent, avec la radioactivité, on pense au cancer, etc. Ici, ce n'est pas la question. Ici, la question, c'est le risque vis-à-vis du rein. Alors, néanmoins, ces mesures qui sont faites, les associations de vigilance sur le nucléaire, émettent des doutes parce qu'ils disent finalement ceux qui font les mesures sont les exploitants eux-mêmes. Alors, est-ce qu'ils nous disent la vérité? Est-ce qu'elles sont bien faites? Vous me posez la question de la manière dont sont surveillées les activités nucléaires. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les choses. Les exploitants d'installations nucléaires, EDF, Areva, le CEA, pour citer les principaux, bénéficient d'autorisations qui, en compensation, leur demandent de respecter des règles et de pratiquer ce qu'on appelle de l'autosurveillance. Si je peux prendre une comparaison, c'est comme l'automobiliste qui est tenu de respecter le code de la route et de surveiller sa vitesse. Donc ça, ce n'est pas contestable. De temps en temps, il faut des radars. Et voilà, c'est là où je veux en venir. L'IRSN, donc l'institut que je représente, nous sommes un organisme public d'expertise et de recherche pour aider les autorités à évaluer les risques. Et nous participons également à des programmes de surveillance que nous menons par nous-mêmes. Donc c'est vous le radar un petit peu? Nous sommes un élément du radar. Nous ne sommes pas les seuls puisqu'il existe à côté de nous et pour qui nous travaillons d'ailleurs une autorité de sûreté nucléaire qui est le gendarme en quelque sorte, si je reprends cette analogie, et qui mène des inspections pour lesquelles d'ailleurs nous intervenons en accompagnement de cette autorité pour faire, y compris des prélèvements inopinés lors d'inspections. En général, ça se fait au plus près des sources d'émissions, que ce soit les points de rejet des installations et parfois dans l'environnement. Alors les programmes que vous lancez, que vous proposez, en fait, ça arrive que maintenant, les centrales nucléaires, ça existe depuis les années 70. Pourquoi on se penche sur ce problème maintenant? C'est juste à cause de Tricastin? Est-ce qu'on n'aurait pas pu y penser, y réfléchir avant? Il y a eu un effet de loupe médiatique à l'évidence lié à cet incident de Socatri. Bien entendu, depuis l'origine des activités nucléaires, existent des dispositifs de surveillance tels que je viens de vous le décrire. Simplement, l'information qui résulte de cette surveillance est malheureusement moins médiatisée habituellement et moins bien connue. Du reste, ce que montre cette surveillance dans l'environnement, alors c'est vrai qu'il y a eu ce questionnement sur l'uranium dans cette nappe phréatique, mais globalement, et c'est ce qu'a démontré le travail que notamment l'IRSN a mené cet été, qui a rassemblé l'ensemble des informations connues, c'est que globalement, la situation environnementale autour des sites nucléaires, et en particulier sur les nappes phréatiques, ne pose pas de préoccupation majeure en termes de santé publique ou d'atteinte à l'environnement. Juste un mot sur nos centrales nucléaires. Je disais donc qu'elles dataient des années 70. Est-ce qu'elles sont fiables aujourd'hui? Parce que ça commence à être vieux quand même. Alors, il y a deux termes dans la réponse. Tout d'abord, ces installations donnent lieu à des vérifications régulières de la part de l'exploitant, c'est de sa responsabilité, mais également au travers d'un processus qu'on appelle de réévaluation de sûreté. Donc très régulièrement, on remet en question donc un peu tout l'état de ces installations. Et bien entendu, l'ASN, de surcroît, mène des inspections pour vérifier sur le terrain ce qu'il en est. Donc le système de contrôle, lui, est fiable.
La question que vous posez, elle ouvre un autre aspect, un autre volet, qui est l'effet du vieillissement de ces installations. Il est clair qu'au fil du temps, et au travers des expertises que nous menons, c'est un des aspects importants de l'examen, c'est quel est l'effet du vieillissement sur les éléments des installations, les tuyauteries. Dans le cas de Socatrice, c'est une rétention, c'est-à-dire une cuve qui a cédé, qui était défaillante. Donc on voit bien que l'effet de l'âge est un point de préoccupation sur lequel il faut rester très vigilant. Très bien, merci beaucoup de ces explications. On va maintenant passer, j'aperçois Saveria qui arrive, au dernier coup de fil et aussi à Revue de Presse bien avant. Merci. Que disent vos journaux? Quels sont les grands titres de la presse? Comme chaque soir, découvrez avec Saveria Rojek les unes de vos quotidiens. Voilà, et avant de vous montrer les unes de vos journaux, un point sur la situation en Inde. 80 personnes sont mortes et 200 seraient blessées dans une série d'attentats qui ont visé Bombay aujourd'hui. Des hommes lourdement armés ont ouvert le feu dans des endroits stratégiques comme la gare, mais aussi des grands hôtels de luxe. Un groupe islamiste, les Moudjahidines du Décan, vient de revendiquer ces attentats. L'Union européenne exprime ce soir son horreur et son indignation. Voilà, on passe maintenant à la revue de presse et on commence avec l'humanité. Et ces morts de trop, 265 sans-abri sont morts dans la rue depuis un an. La ministre du Logement, Christine Boutin, propose de forcer les SDF à accepter l'hébergement pendant les mois d'hiver. Une proposition qui déclenche un tollé chez les associations. La politique du logement du gouvernement en accusation. Le plan de relance européen à la une de la Voix du Nord. José Manuel Barroso a annoncé une enveloppe de 200 milliards d'euros, soit 1,5% du PIB de l'Union. Autre sujet, Noël et les cadeaux des tout-petits. Émotion garantie pour le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Et on termine avec la Tribune qui s'intéresse à la crise et à ses conséquences sociales. Les réformes du gouvernement sur l'emploi sont mises à mal. Certaines mesures pourraient même être carrément contre-productives en période de crise. Voilà. Merci bien, on va passer au dernier coup de fil avec Denis Jambard. Voilà, bonsoir Denis, je sais que vous êtes au téléphone, vous savez qu'un décret de Nicolas Sarkozy qui limite les récompenses de grade de grand officier de la Légion d'honneur qui sont attribuées en général aux anciens premiers ministres, eh bien est restrictif puisqu'il maintenant il va l'accorder aux anciens premiers ministres mais qui sont restés au moins 2 ans à Matignon. Alors évidemment, première victime de ce changement, Dominique de Villepin qui est resté 2 ans moins 15 jours, c'est pas de bol. Est-ce que c'est du règlement de compte pour vous ? Écoutez, on pourrait dire qu'il y a 3 victimes. Il y a Dominique de Villepin, Laurent Fabius et Edith Cresson, qui tous les 3 sont en dessous de la barre des 2 ans. Mais c'est vrai qu'on comprend assez mal cette décision qui appartient au seul président de la République. On sait, comme d'ailleurs tous ses prédécesseurs, il s'intéresse beaucoup à cette question de la Légion d'honneur. Et donc, il a fait un choix particulier et il savait très bien qu'en prenant cette décision, eh bien, elle avait ces conséquences-là. Mais ce qui me choque beaucoup dans cette décision, c'est au fond le principe de la durée. Est-ce qu'il est nécessaire de passer 2 ans à Matignon pour considérer qu'on a rendu des services éminents à l'État? Eh bien, je crois pas. Il faut se souvenir, alors certes, les rythmes politiques étaient différents. Sous la 4e République, on n'appelait pas le Premier ministre, mais président du Conseil. Il y a eu un homme qui s'appelait Pierre Mendès France, qui en 6 mois a marqué la France par les décisions qu'il a prises. Eh bien aujourd'hui, on aurait un Premier ministre qui aurait cette importance, une action d'une telle envergure historique, eh bien il n'aurait pas le droit à cette reconnaissance automatique, cette élévation au rang de grand officier de la Légion d'honneur. Je trouve cette décision, du point de vue du regard historique, franchement ridicule. Alors justement, au niveau du regard historique, vous parliez de Laurent Fabius, qui était, je crois, le plus jeune Premier ministre, c'est ça, de la 5e République. Edith Cresson, femme Premier ministre, ça, ce sont 2 symboles historiques, après tout. C'est vrai. Et puis, comment pourrait-on considérer qu'ils ont rendu moins de services que d'autres premiers ministres qui sont restés plus longtemps en place? Je pense que c'est à l'histoire à en juger. Et
salue pas les services rendus, en réalité, les services éminents. Ce qu'on salue, c'est l'homme dans sa fonction, ou plutôt la fonction qui fait la grandeur de l'homme d'une certaine manière. Et ce grade qui est accordé qui peut être accordé au Premier ministre, c'est une manière de saluer l'institution. Et là, tout d'un coup, il y a une dimension très particulière qui se veut historique, et alors qu'on n'a pas le recul du temps nécessaire pour en juger, qui dénature au fond la récompense. Alors, on cite quand même ceux qui seront élevés à cette dignité de grand officier. Il y a Alain Juppé, Pierre Mauroy, Michel Rocard, Édouard Balladur, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin. Il y en a un qui serre les dents, c'est François Fillon. Il lui reste 6 mois à faire pour tenir jusqu'en mai, pour pouvoir faire les 2 ans. Et son sort dépend du chef de l'État. On verra s'il souhaite que son Premier ministre soit élevé au rang de grand officier ou pas. La décision lui dépend de lui. On verra quel est son état d'esprit. En tout cas, il est incontestable qu'en prenant cette décision, il savait parfaitement qu'il allait éliminer Dominique de Villepin de cette reconnaissance par la Légion d'honneur. Merci beaucoup, Denis. À demain, peut-être, très bientôt en tout cas, sur le plateau de Bouge la France. On va saluer Laurent Dutil qui réalisait cette émission. Laure-Anne Elkabach, notre chère Laure-Anne, qui a tout organisé aujourd'hui, qui était en régie. Xavier Lalu, Faïza Zerwala, Simon Barbary, Julie Trassa, ils étaient un paquet là, pour préparer cette émission. On les salue et évidemment, Saveria, à demain soir, Saveria. Au revoir à tous. Est-ce que le chat lave ses vêtements avec la lessive, le chat? Non, non. Il peut pas. Alors il y a un contrat d'exclusivité. Non, ni avec ça, ni avec Homo. Non, en fait, c'est BHL lui file des tonneaux d'arrière. D'accord. Très bon. Vous aimez les chats? Philippe Geluck, le chat de Philippe Geluck. Rendez-vous à Bruxelles dans un monde de bulles spécial Philippe Geluck.